Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Longshot. Ah, les années 90, même si la décennie nous a offert quelques films excellents, que ce soit Pulp Fiction, Trainspotting ou Clerks et The Big Lebowski, c'était aussi une époque où les producteurs donnaient le feu vert à un peu n'importe quoi. De Niro en Monstre de Frankenstein. Ok. Un remake du Père Noël est une ordure avec Liv Schreiber qui reprend le rôle de clavier. Ok. Whoopi Goldberg qui mène l'enquête avec un dinosaure. Aucun souci. Arnold Schwarzenegger enceinte. Pourquoi on l'a pas fait plus tôt? Kevin Bacon qui part dans la savane pour recruter un mec de 2,10 m dans une tribu Maasai reculée. Le génie. Sans doute un des films de basket les moins connus qui soit, The Air Up There est sorti en janvier 1994 aux États-Unis. Alors oui, je vais avoir l'air de zozoter pendant tout l'épisode, mais c'est soit ça, soit j'utilise ma prononciation de master d'anglais et j'ai l'air complètement snob, ou alors je peux utiliser le titre français du film, qui a été attribué à sa sortie en vidéo en 2003, Un joueur à la hauteur. Le film a été réalisé par Paul Michael Glaser, ce qui ne vous dit probablement rien, mais en fait c'est Starsky de Starsky et Hutch. Avant ce film, Glaser avait déjà réalisé quelques épisodes de séries, en commençant bien sûr avec Starsky et Hutch, mais il avait aussi dirigé quelques films, comme Running Man avec Schwartzy ou The Cutting Edge, un film de sport là aussi, mais sur le patinage artistique. Le scénario vient de Max Apple, ce qui ne vous dit probablement rien, et cette fois-ci c'est normal. Le mec est écrivain à la base et il a bossé dans le ciné uniquement pour ce film, et deux autres au scénario tout aussi absurde et au destin tout aussi anonyme. Bref, avec un staff comme ça et un pitch aussi ridicule, on part forcément avec une certaine appréhension. Le film commence dans l'université fictionnelle de Saint-Joseph, où Jimmy Dolan, un assistant coach joué par Kevin Bacon, essaie de finaliser le recrutement d'un joueur star. Le souci, c'est que le joueur en question est doué, mais c'est aussi un véritable petit con, et donc Jimmy Dolan commence à sérieusement tiquer et craque quand il est mis au défi de le battre en 1 contre 1. S'ensuit une belle séquence de basket où on sent bien la physicalité du sport. Ça cogne, ça sue, la caméra est proche des acteurs et on ressent très bien l'intensité du petit match. Et quelque part, c'est pas totalement une surprise puisqu'il est plus simple de capturer des sensations comme celle-ci lors d'un 1 contre 1 où la caméra peut plus bouger et peut passer plus de temps sur les joueurs que lors d'un vrai match à 5 contre 5. Mais c'est pas donné non plus, ça demande des bons choix de la part de l'équipe technique. Donc un bon point pour Glazer. Bien sûr, Jimmy Dolan défonce le petit con qui rage quit et refuse de signer un contrat avec la fac de Saint-Joseph. On se retrouve alors dans le bureau du head coach de l'équipe, qui est, je pense, un hommage à Red Auerbach, l'entraîneur légendaire des Boston Celtics. Alors qu'on a droit à un affrontement classique entre tu ne suis pas les règles et vous êtes un vieux con, le plus intéressant dans cette scène se situe à l'arrière-plan. On peut apercevoir plein de cartes, de photos et de documentation sur les lycéens suivis par les coachs de Saint-Joseph pour un possible recrutement. Alors le basket universitaire, son recrutement, ses défauts, ses controverses, tout ça c'est pas au programme aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'en parler dans un prochain épisode. Mais ça reste sympa de voir ça de l'intérieur et de voir le travail effectué par les coachs pour construire un effectif. Ça nous fait comprendre aussi à quel point Jimmy Bacon vient de tout foutre en l'air. Le soir même, la fac de Saint-Joseph présente sa mission catholique dans la tribu des Winnaby. Non, oui Nabi, j'ai dit. La tribu n'existe pas vraiment, mais le scénariste s'est inspiré d'une vraie tribu Maasai au Kenya, les Samburu. Bref, aidé par l'alcool, Jimmy aperçoit le joueur de ses rêves à l'arrière-plan d'une vidéo. Voulant se racheter auprès de son boss, Jimmy décide de partir au Kenya contre l'avis de son boss pour recruter le mec de la soirée diapo. On arrive en Afrique avec plein de clichés, la musique, l'ambiance safari, la route non goudronnée, le bus rempli de bazar. Pendant tout le film, on va avoir droit à ces clichés esthétiques, qui soient visuels, avec genre les levées de soleil sur la brousse, ou audio, comme les petits bruits vaudous quand un guerrier Maasai apparaît à l'écran. Alors oui, le mec va dans une tribu très reculée, donc on va pas montrer la belle mégalopole africaine, mais ça reste des clichés assez aberrants. Jimmy Dolan arrive dans une petite ville avec aucune idée de comment arriver dans la tribu. Il n'aurait pas pu vérifier avec le personnel de la fac avant? Il y avait sûrement quelqu'un qui connaissait l'itinéraire ou quelque chose. À cause de ça, il se retrouve à marcher pendant des heures, en jean dans la savane, avant de tomber par hasard sur des guerriers Winnaby. Les guerriers le mènent jusqu'au village où Jimmy peut rencontrer le prêtre qui... Oh putain! C'est Flash Gordon! Le mec qui joue dans Ted aussi! Ah ben non en fait. Dommage. Donc, disais-je, le prêtre le guide vers Saleh, le joueur vu dans la vidéo, qui, coup de bol, a l'âge d'aller à la fac. Après une brillante imitation de DeAndre Jordan, Saleh prouve qu'il sait jouer, qu'il sait sauter, et que les années 90 c'était quand même quelque chose de spécial.
Bien entendu, c'est le fils du chef de la tribu et il ne peut pas quitter son village comme ça. Du coup, tout en commençant à entraîner Saleh et quelques autres Winnabi, Jimmy se met à faire plein de trucs pour le village, histoire de se mettre les parents de Saleh dans la poche. Il va notamment un jour en ville récupérer de l'argent pour acheter du bétail. Là-bas, il rencontre le frère de Saleh, exilé et renié par les Winnabi, ainsi que Niaga, le gros méchant du film. I strongly suggest that you take your memories back to America. Not until I'm done seeing the sights. Bien sûr, cet affront est une grosse erreur parce que Niaga se venge en foutant le feu au village des Winnabi. Le père de Saleh rend alors visite aux méchants pour leur défoncer leur télé et leur proposer un deal, régler tous leurs conflits lors d'un match de basket. Ce qui n'a pas beaucoup de sens vu qu'il n'était pas tellement fan du sport jusqu'ici. Ah oui, d'ailleurs, les méchants ont leur propre équipe de basket, ça arrange bien les choses. Les enjeux sont doubles. Si les Winnabi gagnent, les méchants les laisseront tranquilles et Saleh repartira aux États-Unis avec Kevin Bacon. Celui-ci commence donc à former son équipe parmi les villageois et parmi les villageoises. Il mène aussi de vrais entraînements. Je le sais parce qu'il y a des trucs que je fais aussi à l'entraînement. En départemental, mais j'imagine qu'en NCAA, ça doit être pareil, c'est la base. Lors d'un match d'entraînement, le seul meneur de l'équipe se blesse, ce qui pousse notre héros à se casser. Mais quel connard, putain! Sans déconner! J'ai rien contre les personnages imparfaits, mais là c'est franchement abusé. Depuis le début du film, on nous demande de nous identifier et de soutenir un connard égoïste et méprisant. La seule raison pour laquelle il vient en Afrique, c'est pas pour rendre son équipe meilleure ou pour le bien du joueur. Non, c'est pour éviter de se faire mettre au placard par son patron. Il s'engueule avec tout le monde, il est complètement antipathique et il prend tout le monde de haut. On pourrait percevoir une petite évolution du personnage, mais non. Après 1h10 de film, il abandonne complètement la tribu parce qu'il y a un petit souci dans l'équipe. Débrouillez-vous les mecs, je rentre aux US. Bonne chance pendant le génocide. Bon, Saleh le persuade de rester et de prendre la place du meneur. Mais pour cela, Jimmy doit devenir un Winnabi et donc passer un rite d'initiation. Il doit d'abord grimper tout en haut d'une montagne. Ah, c'est vraiment plus que c'était le club vosgien. Avant de devoir se faire inciser le ventre. Ce qui est, si on réfléchit un peu, une version Disney de la circoncision. Ben ouais, il fait tout ça pour devenir un homme Winnabi, donc je pense que c'est une vraie référence à la circoncision, sauf qu'ils peuvent pas en mettre une dans un film familial. Par contre, ça rend cette séquence-là, un peu plus tard, assez ambiguë. Read it and weep. Tout le monde est fin prêt pour le match. Les méchants arrivent en camion et sont habillés en noir, mais si jamais on avait des doutes sur leurs intentions, ils sont aussi violents, stupides et sexistes. Les arbitres sont des militaires, passés chez Foot Locker, donc on peut s'imaginer que le pari est très officiel et qu'ils vont s'assurer que les deux parties respectent le résultat. Ils sont aussi imparfaits, sifflant parfois en faveur de l'un ou de l'autre, mais quand même généralement pour les méchants. Le match commence et bien sûr les Winnabi ont beaucoup de mal contre une équipe qui est mieux entraînée et plus expérimentée qu'eux. Jimmy Dolan aggrave sa blessure au genou, sa remplaçante se fait expulser et malgré quelques belles séquences de jeu, les Winnabi sont menés à la mi-temps 21-35. Fored arrive et donne de vraies chaussures de basket aux Winnabi qui sont en plus surmotivés par un discours de Jimmy à la mi-temps. Et si vous en avez déjà marre des clichés de films de sport, c'est pas fini. Les Winnabi reviennent dans le match, mais vraiment peu à peu. Le score est de 46-56 vers la fin du match, donc c'est loin d'être un retour fulgurant, et c'est plutôt réaliste. Le gros méchant du film prend un temps mort et demande à ses joueurs d'être encore plus violents. Jimmy se fait démonter bien comme il faut, mais inscrit miraculeusement un 3 points, et oh bordel, j'ai des flashbacks de Space Jam. À ce moment-là, et c'était très prévisible, le frère de Saleh vient remplacer Jimmy et bien évidemment, il est doué au basket. Les Winnabi récupèrent les ballons en défense et marquent sur chaque possession en attaque. Hein? Les Winnabi récupèrent le ballon alors qu'il ne reste que quelques secondes à jouer. En isolation, Saleh démontre ses qualités de dribble et d'appui, qui sont vraiment pas mauvaises pour un type de 2m10, avant de s'élancer pour le dunk de la victoire à la dernière seconde.
Le match est gagné, 57-56, le village est sauvé et on revient pour la dernière scène à la fac de Saint-Joseph. Saleh est acclamé comme une star et Jimmy est devenu head coach. Le film se termine sur un arrêt sur image parce qu'on a failli oublier que c'était les années 90. Je crois que c'est assez clair que The Air Up There ne révolutionne en rien le film de sport ou même le film de basket. On devine les principaux conflits dès le premier quart d'heure et de la même façon, le match final ne réserve aucune surprise. Les acteurs ne sont pas mauvais mais ils sont pas exceptionnels non plus et la réal varie entre quelques bonnes idées et des clichés visuels. C'est moyen dans tous les sens du terme. Mais je sais pas, moi j'aime bien ce film. C'est plutôt assumé le fait qu'il n'y ait pas trop de suspense. Ouais, il y a beaucoup de clichés, mais justement, il y a tous les clichés. Au final, on se retrouve à regarder un film qu'on connaît par cœur, dans le bon sens du terme. Donc on peut l'apprécier sans se prendre la tête et c'est assez agréable. En plus, le film réussit quand même à avoir ses bons moments. Il y a 4-5 vannes qui sont bien trouvées, même si en général l'humour est plutôt pipi-caca. Charles Gitonga Maina, l'acteur qui joue Saleh, possède une joie de vivre assez contagieuse et ça fait vraiment plaisir à voir au milieu de tous les autres connards du film. Ouais, parce qu'il n'y a pas que Jimmy Dolan. Le méchant, c'est un connard. Le chef de la tribu, c'est un connard qui prend ses décisions juste pour faire chier les autres. La religieuse passe son temps à râler. Le joueur au début du film, c'est un petit con. L'autre assistant coach à la fac, c'est aussi un connard. Donc ouais, Maina, au milieu, c'est assez rafraîchissant. Et puis même si le film a peu d'ambition, les mecs sont quand même allés tourner au Kenya et en Afrique du Sud par 45 degrés à l'ombre. Et rien que ça impose un peu de respect. C'est comme pour tout ce qui touche au basket, les mecs ont bien fait les choses. Dans le match final, on retrouve des joueurs de l'équipe nationale du Kenya par exemple, et la plupart des personnages principaux sont joueurs avant d'être acteurs, que ce soit Saleh, son frangin ou l'antagoniste numéro 2, joué par Ilo Mutombo, le frère de Dikembe. En plus de ça, la production a engagé Bob McAdoo comme consultant. McAdoo était une star NBA dans les années 70, rookie de l'année en 73, 3 fois meilleur marqueur de 74 à 76 et surtout MVP en 75, à chaque fois sous le maillot des Buffalo Braves. Il a été un peu oublié parce qu'après ça, il s'est blessé quelques fois, mais il est revenu ensuite, aux Lakers notamment, avant de finir sa carrière en Europe. Et avant de devenir assistant coach à Miami, McAdoo a entraîné Kevin Bacon et bien d'autres pour The Air Up There, ce qui explique le savoir-faire des acteurs. On my right side. Mais ça va plus loin que juste des mecs qui savent jouer. Il y a des bons choix de plans aussi, des séquences de jeux non coupées, des shoots qu'on voit partir et arriver sur la même prise. On voit bien l'action et on ressent bien l'action. Et tout ça, c'est malheureusement assez rare pour le souligner. The Air Up There est très clairement un produit de son époque, par son esthétique bien sûr, mais aussi par son histoire. Max Apple ne vient pas du monde du cinéma, mais le mec s'est inspiré sans scrupule des très nombreux films de sport qui sont sortis dans les années 80 et au début des années 90. En plus de ça, le film s'appelle The Air Up There, et l'équipe de la fac s'appelle les Saint-Joseph Bulls, donc on peut facilement y voir une tentative de se faire un peu d'argent en surfant sur la vague Michael Jordan. Surtout, le film est sorti au moment où le basket commençait à percer en Afrique. Le sport est arrivé sur le continent africain par les colons et les missionnaires dans les années 20 et 30. Puis la Seconde Guerre mondiale a rapporté des milliers de soldats, européens et américains, qui ont aidé à sa diffusion. La plupart des pays se sont dotés de fédérations de basket dans les années 60, au moment de leurs indépendances, mais le basket était toujours un sport mineur, loin derrière le foot. Quelques années passent, puis le Nigérian Hakeem Olajuwon devient le premier Africain à jouer en NBA en 1984. Il est rejoint l'année d'après par Manoute Bol, un Soudanais de 2,30 m, et enfin en 91 par le Congolais Dikembe Mutombo. Grâce à eux, le monde du basket commence à regarder vers l'Afrique. En 1992, le commissionneur David Stern profite de la Dream Team pour populariser la NBA partout dans le monde, y compris en Afrique. Un an plus tard, il rencontre Nelson Mandela en Afrique du Sud, avant d'installer des camps de basket un peu partout sur le continent. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour vous faire comprendre qu'au début des années 90, l'Afrique est à la mode dans le monde du basket et inversement, et ce film en est une preuve. D'autant plus que Max Apple a écrit son scénario pour rendre hommage à Hakeem Olajuwon. Apple a passé quasiment 30 ans à Houston et a donc pu voir Olajuwon devenir une star. D'abord à l'université de Houston, de 81 à 84, puis chez les Houston Rockets. Mais avant de devenir un des tout meilleurs pivots de l'histoire, Olajuwon a aussi été repéré par hasard par un Américain. Sauf qu'il vivait à Lagos, capitale du Nigeria et 3-4 millions d'habitants à l'époque, et pas dans un village paumé au fin fond de la savane, et que le recruteur américain en question, Oliver B. Johnson, était noir. Donc ouais, même si c'est juste inspiré de sa vie et pas une réelle adaptation, ça fait quand même un peu whitewashing. Après, peut-être qu'Apple s'est aussi inspiré de Manoute Bol, qui a un physique semblable à celui de Saleh dans le film, et qui a grandi dans un petit village dont la richesse est basée sur le bétail, comme les Winnaby. En fait, le film est toujours comme ça, à la limite du faux pas raciste. Et comme je suis loin d'être expert sur la question, je vais éviter de donner un jugement définitif. Je vais juste vous donner quelques faits et je vous laisserai faire votre propre avis. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit de l'Afrique ?
On a le village pauvre perdu dans la brousse, les routes pas goudronnées, les bus bondés, le gros malfrat qui contrôle toute une ville, et tous les clichés qui tournent autour de ça et dont j'ai déjà un peu parlé avant. Malgré tout, le film ne dépeint pas cette partie du Kenya comme totalement coupée du reste du monde. Satellite Dish TV. Sports Illustrated, swimsuit editions. ESPN. HBO. MTV. You'd make money like Air Jordan. And of course, Home Shopping Network. Les gentils sont ceux avec leur propre culture, dont le film est respectueux d'ailleurs, et les méchants sont des businessmen matérialistes. Special Sandonis. 32-inch TV. Mais ça peut aussi perpétuer le mythe du bon sauvage. C'est loin d'être le dernier des aspects colonialistes. Par exemple, la première apparition de Saleh est prétexte à une glorification du corps noir. Regardez ça, on dirait Ursula Andress dans le premier James Bond. Ils ont la même gueule d'ahuri. Ensuite, un blanc qui arrive pour sauver des noirs, ça la fout mal. Mais Jimmy Dolan n'est pas un sauveur blanc, il vient là uniquement pour sa gueule. Et surtout, c'est pas lui qui prend la décision de défendre le village, il fait qu'aider le chef. Et encore, faut qu'on lui demande 15 fois. Il faut aussi garder à l'esprit que la fac de Saint-Joseph est une université catholique qui finance des missions. Ça peut expliquer le parfum de colonialisme, ou ça peut être juste une coïncidence. Au contraire, il est possible que Apple et Glazer aient voulu créer des parallèles entre la culture américaine et une certaine idée de la culture africaine. Par exemple, à la toute fin du film, on a un fondu à partir de Kevin Bacon et ses peintures tribales vers une supportrice américaine au visage peint. Et je pense que c'est pas anodin que les mecs ont voulu faire passer un message sur l'aspect rituel du sport. On pourrait aussi voir un parallèle entre le sport universitaire et l'esclavage, mais là c'est possible que j'analyse beaucoup trop un film qui passe 5 minutes sur une vanne de tourista. Donc voilà, pour résumer, The Observer aurait pu être très nul si Glazer s'était pas investi à fond. Le film n'a pas eu beaucoup de succès, ça m'étonnerait si 10% d'entre vous en ont entendu parler, mais il a quand même permis à Paul Michael Glazer de réaliser Kazam avec Shaquille O'Neal 2 ans plus tard. Mais on y reviendra à celui-là.